Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme je le disais, l'idée, c'est qu'on puisse parler lead nurturing, à quels enjeux ça répond, à quelles étapes du funnel ça intervient, comment on interagit avec les commerciaux pendant l'élaboration de la stratégie et comment est-ce qu'on construit une stratégie de lead nurturing. Et puis à la fin aussi, qu'on voit un petit peu l'impact que ça peut avoir et puis comment ça se mesure. Donc, pour parler de ce sujet-là, aujourd'hui, j'ai proposé, en tout cas, j'ai tendu le micro à Adeline Lemercier, qui est du coup CMO chez Pledzi. Est-ce que tu peux peut-être, Adeline, pour ceux qui t'auraient encore jamais croisé, te représenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, carrément. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Adeline Lemercier, donc directrice marketing chez Pledzi. Donc, Pledzi, c'est un logiciel de marketing automation pour les entreprises B2B. Donc, j'ai rejoint Pledzi il y a un peu plus de 8 ans maintenant, donc au tout début de l'entreprise, pour mettre en place la stratégie marketing, l'équipe. Et donc, avant Pledzi, donc j'étais 4 ans chez un autre éditeur de logiciels, donc un grand groupe, Sage, où j'avais commencé, du coup, on va dire, mon expérience en marketing. Très Voilà. cool, ouais, effectivement. Enfin, Sage, c'est un bel éditeur. Ouais. En tout cas, quand on fait du logiciel, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Du coup, j'allais dire, on va rentrer dans le vif du sujet directement, mais est-ce que peut-être en introduction, juste tu peux rappeler un petit peu l'intérêt du lead nurturing et puis surtout à quels enjeux ça répond chez vous? Oui, carrément. Donc, en gros, lead nurturing, c'est une stratégie qui vise en fait à maintenir une relation et créer du lien avec ses prospects qui ne sont pas en fait encore prêts à l'achat. Et l'objectif du lead nurturing, ça va être d'envoyer du contenu adapté à ses prospects pour les faire avancer dans leur réflexion d'achat, tout simplement. Et donc, du coup, chez Pledzi, ça répond à plusieurs enjeux. Le premier enjeu, donc depuis le début, c'est d'éduquer, on va dire, notre cible. Parce que donc, quand on a commencé en 2015, le lead nurturing ne parlait vraiment à personne. Et donc, du coup, nos stratégies de contenu et le nurturing a vraiment joué un rôle essentiel pour, du coup, éduquer nos prospects sur qu'est-ce que le lead nurturing, comment ça se met en place. Et en fait, avant qu'on envoie un prospect à l'équipe commerciale, que nos prospects sachent en fait un peu ce qui est, on va dire, la base de notre produit. Ensuite, le deuxième enjeu auquel ça répond, pour moi, c'est augmenter la conversion et le ROI marketing. Donc, depuis le début chez Pledzi, on dépense quand même pas mal d'argent en acquisition. Et je trouve que le nurturing, en fait, ça va être vraiment un levier qui va venir en fait rentabiliser ce qu'on peut générer en acquisition, parce que tous les leads que l'on génère depuis des années et tous les mois chez Pledzi, ils ne sont pas tous prêts à l'achat. Et donc, le nurturing, ça va vraiment accompagner nos prospects, les faire avancer dans le cycle de vente, comme je disais au tout début, et donc les faire avancer, faire même potentiellement accélérer le processus d'achat. Et du coup, c'est un gros impacts sur améliorer en fait le taux de conversion de chacune de nos étapes du funnel marketing et in fine du ROI marketing. Parce qu'en fait, si on génère des leads mais on mettait en place 0 levier de nurturing, en gros, nos leads seraient, on va dire, seuls. Ils sont envoyés une fois à l'équipe commerciale et puis il ne se passe plus rien. Que là, avec la stratégie de nurturing, ça a un impact vraiment sur le ROI. Et le troisième enjeu auquel ça répond, donc nous, c'est très spécifique à notre secteur, mais en fait, en gros, notre concurrent depuis le début, c'est un mastodonte, c'est HubSpot, qui n'a pas du tout les mêmes moyens que nous, les mêmes ressources. Et c'est vrai que je le vois depuis des années, notre stratégie de contenu et notre nurturing, en fait, a vraiment permis de créer un lien avec nos prospects via les contenus que l'on crée, le ton de nos emails. Et c'est vrai qu'en ayant échangé avec plusieurs clients, ils nous ont dit que le nurturing avait vraiment eu un impact sur la prise de décision de choisir Pledzi plutôt qu'un de nos concurrents. Et ils nous ont même dit, et ça me fait énormément plaisir, que en fait, ils avaient envie de faire la même chose chez eux. Et c'est vrai que nous, le nurturing, c'est un peu aussi la démonstration de notre produit, quoi. Ouais, c'est la preuve par l'exemple, j'allais dire effectivement chez vous, Exactement, quoi. ouais. Mais du coup, tu as parlé de plusieurs choses parce que tu as parlé au final d'accompagner effectivement dans le processus d'achat et puis pas mal de ROI, mais on reviendra sur cette notion de mesure juste après. Une des questions qui revient souvent par rapport au nurturing, donc c'est vrai que au final, c'est une action qui intervient après la lead gen, enfin une fois que le lead a été généré, mais c'est en fait à quelles étapes du parcours d'achat vous le menez, jusqu'où vous menez, tu vois, est-ce que c'est quelque chose que tu arrêtes, parce que des fois il y a cette idée de conflit avec les commerciaux, donc en fait une fois que la transaction est ouverte, tu vois, il y a des commerciaux qui vont te dire non mais moi tu touches plus à mes leads une fois que j'ai commencé à discuter avec eux, il y a des fois il y a cette peur un peu là, on va dire en tout cas.
On parlait aussi, bah, pourquoi pas de logique d'upsell, de cross-sell. Enfin, bah, du coup, vous êtes dans une logique d'abonnement. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui continue chez les clients ou que tu arrêtes ou pas? Alors, du coup, à quelle étape, de quelle étape à quelle étape tu vas, on va dire, et comment tu cohabites justement, t'interagis avec les commerciaux autour de cette problématique-là? Ouais. Alors donc du coup, notre nurturing va vraiment commencer au moment où un contact est généré, donc un lead est généré, et on va vraiment entretenir cette relation jusqu'à ce que le prospect devienne client. Au moment où il devient client, du coup, nous, on le sort de notre nurturing et généralement, on continue de lui envoyer du contenu, mais il sort de ce nurturing. Au niveau des sales, donc, en fait, nous, dès qu'un contact est en phase d'évaluation, donc dès qu'un contact devient le fameux MQL, Marketing Qualified Lead, et qu'il a 25 points, on l'envoie dans le CRM pour être traité du côté commercial. Et je sais justement, ça fait souvent un peu débat. Donc, nous, on continue d'envoyer des emails marketing, même quand le contact a été envoyé chez les commerciaux. Et en fait, parce que du coup, nous, nos emails de nurturing sont très marketing. On envoie que du contenu, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de doublon avec les sales. Et en fait, même quand un prospect est, par exemple, en phase d'opportunité chez les commerciaux, en fait, ça compte. Enfin, en fait, on continue de lui envoyer des contenus qui lui permet du coup de continuer à le faire mûrir au niveau de sa réflexion. On n'a pas eu trop ce sujet de plate-bande, on va dire, avec les commerciaux parce que dès le début, on a expliqué, enfin, j'ai pris le temps d'expliquer aussi quel était l'intérêt du lead nurturing, des emails marketing, etc. Donc, ça a été plutôt bien perçu. J'ai pas trop eu de sujet là-dessus. Ouais, ok, pas ce problème bon, effectivement, de peur ou de conflit par rapport à ça. Bon, en même temps, pour le coup, effectivement, s'ils croient pas au lead nurturing, les commerciaux, ils sont peut-être pas dans la bonne entreprise, mais Ouais. chez vous. Mais du coup, ouais, donc tu as parlé de cette idée de scoring, on on reviendra dessus aussi après. Mais ouais, du coup, au niveau de la collaboration avec les commerciaux sur cette construction de la stratégie de nurturing, enfin, tu as parlé d'explications au début, vous avez des points réguliers, vous avez des dashboards que vous suivez ensemble, des choses comme ça? Ouais, clairement. Donc, dès le début, on a mis en place des routines où on échange donc chaque semaine ensemble. Donc là, par exemple, ces routines, on les revoit, on va dire, chaque année en fonction de comment est organisée l'équipe commerciale, parce que ça a énormément évolué chez Pledzi. Donc là, en gros, j'interviens chaque semaine dans la réunion commerciale. Donc, en gros, je vais faire le point via notre dashboard, donc sur le nombre de MQL qui a été envoyé, le traitement des MQL, s'ils ont bien été traités. On va également partager, on va dire, les nouveautés, les actus marketing, si on a un nouveau contenu, un prochain événement, etc. Donc, on va faire le point je fais le point avec eux chaque semaine. J'essaye aussi de les impliquer forcément dans la stratégie. Par exemple, pour le planning édito, on va, on va leur poser des questions sur les sujets qu'ils aimeraient qu'on traite, etc. Donc, c'est vrai que on les fait énormément participer à la stratégie, notamment de lead nurturing. Et voilà. Et puis voilà, ouais. Ouais, du coup, tu as parlé, enfin, au final, tu as parlé effectivement dans cette collaboration de deux trucs. Tu as les MQL, enfin, les MQL, donc le scoring, et puis après, tu as les contenus. Donc, j'allais au final, bon, effectivement, voilà, la collaboration avec les commerciaux, elle est évidemment importante autour de ce sujet-là, parce que tu l'as dit, dans le traitement, c'est eux qui vont devoir prendre la main et intervenir sur le suivi, en parallèle des actions que toi, tu peux mener de nurturing. Du coup, concrètement, comment est-ce que tu l'as construit, ta stratégie de nurturing, justement, par rapport à cet aspect de scoring, des types d'actions que vous pouvez mettre en place, quels sont les workflows que vous avez pu construire et tout, même en termes de rythme et tout. Enfin bon, bref, on va rentrer. Je te fais une question valise dans laquelle il y a 1000 trucs, mais si tu peux revenir un peu en détail là-dessus. Ouais, carrément. Donc, on peut peut-être commencer par la partie scoring, qui est vraiment le cœur du nurturing. Donc, en gros, nous, chez Pledzi, on prône vraiment à chaque fois la simplicité. Donc, le scoring est très simple chez Pledzi. On va avoir 3 phases, découverte, évaluation, achat. Et on a scoré chaque phase. Donc, la phase découverte, ça va de 0 à 25 points. Évaluation, ça va de 25 à 50 points. Et la phase achat, plus de 50 points. Et en gros, donc, nous, on score toutes les ressources et contenus marketing en fonction donc, du coup, de leur phase et du type de contenu. Donc, par exemple, pour tout ce qui va être article de blog ou page clé, par exemple, un article de blog en phase découverte,
on va le scorer à 1 point. En phase d'évaluation, ça sera 2 points et en phase achat, 3 points. Sachant qu'on ne score pas tous nos articles de blog et toutes nos pages. On va vraiment aller sélectionner les articles qui vont faire le plus de sens dans le parcours d'achat. Par exemple, la semaine dernière, on a sorti un article sur Mistral. Bah, ça, par exemple, cet article de blog, je ne vais pas le scorer parce qu'il n'y a pas trop de lien avec ce qu'on vend chez Pledzi. Enfin, voilà. Alors que, par exemple, un article qui parle de synchronisation entre le CRM et marketing automation, ça, je vais le scorer, par exemple, à 2 points. Quand je parle des pages clés, ça va être par exemple les pages tarifs, pages services, pages produits. Et ensuite, donc, il va y avoir tout ce qui va être guide, e-book, pareil. Donc, en phase découverte, on va les scorer à 5 points, phase d'évaluation, 10 points, phase achat, 15 points. Et après, on va avoir donc la démo qu'on score à 25 points, qui est le seuil de MQL en fait. Ok, ouais, donc c'est un scoring, au final, ça, c'est un scoring qui est assez comportemental en fonction de la maturité du contenu, de où tu le places dans le funnel par rapport au sujet et du coup à vos offres, quoi. Exactement. Sachant que nous, on a pris le parti de ne pas scorer les emails. Je sais que ça peut se faire dans pas mal de boîtes. Et en fait, nous, dans chaque email, en fait, comme on pousse du contenu et que nos contenus sont in fine scorés, on trouvait que ça faisait un peu doublon. Donc, par exemple, la partie scoring des emails, on ne l'a pas du tout scoré. Oui, oui, qu'il n'y ait pas le conflit. Enfin, je clique pour effectivement, si tu Ouais. cliques pour voir la page et que la page est scorée, tu n'as pas besoin de scorer le clic dans le mail, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis nous, on avait vraiment envie de scorer les intentions vraiment, on va dire, plus avancées, quoi. Ok. Et vous avez mis en place un scoring, du coup, sur l'aspect un peu plus démographique, du coup, aussi, ou pas? Ouais, carrément. Donc, on va scorer donc en fonction des informations qu'on a chez nos prospects et qui font sens pour nous. Donc, par exemple, la fonction, si quelqu'un déclare qu'il est, par exemple, CMO, bah, du coup, on va lui ajouter un certain nombre de points. Par exemple, pareil sur le secteur d'activité. En gros, on va ajouter du score là où ça fait sens par rapport à notre cible pour aussi les faire avancer un peu plus rapidement dans le cycle de vente. Ok, ouais, si, en fonction de si ça correspond pile à la ICP. Et du coup, il y a j'allais dire la pondération entre la partie comportementale ou démographique. Là où tu prends le plus de points, on va dire, c'est dans la partie quand même enfin, je veux dire, Ouais, comportementale, ouais. comportemental à fond. En soi, sur la partie démographique, c'est quelque chose qu'on a intégré, je crois, au bout de quelques années dans le nurturing, chez Pledzi, dans la stratégie. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était au bout de 3-4 ans, donc ça n'a pas été tout de suite. Et donc, ouais, c'est des petits points en plus. Mais le plus gros du scoring, ça va être le côté comportemental. Ouais, parce que c'est pas parce que tu es un CMO que du coup tu es Ouais, ouais, forcément prêt à acheter, quoi, on va dire, entre c'est ça. guillemets. Enfin, le comportement t'en dit beaucoup plus. Ouais. Et Ok. d'ailleurs, quand on a intégré ce scoring démographique, on a revu du coup toute notre barème du scoring de nos phases découverte, évaluation, achat. J'ai aussi, je l'ai revu à ce moment-là pour voir si ça faisait sens. Et voilà. Ok. Du coup, par rapport à ce que tu disais à l'instant là, et puis aux interactions avec les commerciaux, c'est quelque chose qui évolue souvent, ce barème de scoring? Ouais, complètement. En gros, au tout début chez Pledzi, en gros, j'envoyais 80% de mes leads en MQL. Et donc, on va dire que le scoring, j'y allais sur mes contenus. Ils avaient un sacré score. Et en fait, plus j'ai avancé et plus on allait dans l'équipe s'est organisée. Nos stratégies s'est aussi affinées. Et du coup, en fait, on a réduit le scoring des contenus pour aller envoyer, on va dire, que la crème de la crème aux commerciaux. Mais au tout début, c'était l'objectif, c'était d'envoyer pas mal de leads aussi parce qu'en fait, Pour quand je suis apprendre, arrivée en quoi. 2016, en fait, le côté aussi éducatif passait par des échanges avec nos sales. On voulait aussi tester le discours, etc. Et donc, voilà. Ouais. Oui, puis ça va peut-être aussi dépendre de la bande passante des commerciaux à un moment donné, enfin, C'est qui ça. sont plus ou moins occupés et tout. Ok. Ouais, et donc, ouais, ça dépend aussi pas mal de la stratégie. Enfin, je sais qu'à un moment, on était carrément descendu d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, 30, donc on est passé à 80% de nos leads étaient envoyés en MQL. Là, on est à 30%. Ok. Ok, ouais, donc beaucoup plus drastique dans la Ouais, sélection pour se concentrer sur les plus chauds, quoi. exactement. Ok. Et, euh, et du coup, bon, alors, qu'est-ce que tu fais au final en termes de nurturing? Donc ça, c'est dans les bases, on va dire le scoring, c'est effectivement définir donc les critères qui vont te permettre de qualifier la maturité d'un lead. Surtout, au final, ce qui est important, c'est ce seuil de MQL
et qu'est-ce qui va se passer quand tu as un MQL parce que c'est le process avec les commerciaux et tout. Donc ça, effectivement, c'est une des bases à définir pour se lancer dedans. Et donc concrètement, en termes d'action de nurturing, du coup, vous avez mis quoi en place? Alors, en gros, donc dès qu'un contact est généré, donc que ce soit via le digital ou le offline, il rentre dans Pledzi, il va recevoir il va rentrer dans un premier workflow de bienvenue et il va recevoir un premier email en fonction de ce que le prospect a fait. Est-ce qu'il a fait une demande de démo? Est-ce qu'il a fait une inscription à newsletter ou téléchargé un contenu? Donc, il va recevoir un premier email assez spécifique en fonction de ce qu'il a fait. On envoie un deuxième email un peu plus générique pour se présenter. Donc, en gros, première étape, c'est le workflow de bienvenue. Et ensuite, dès qu'il a reçu ce premier workflow de bienvenue, il rentre donc, dans notre campagne intelligente. La campagne intelligente, c'est une fonctionnalité Pledzi, en fait, qui permet d'envoyer du contenu à chacun de nos prospects en fonction de là où ils en sont dans le cycle de vente et de leurs intérêts. Et donc, du coup, il y a un email qui est envoyé toutes les 2 semaines à chacun de nos prospects via cette campagne intelligente. En gros, c'est un peu moi j'aime bien l'appeler notre nurturing de fond qui fait avancer en fait nos prospects dans le cycle de vente en fonction d'eux en fait. Ok, ouais, donc tu as ce workflow de bienvenue, tu dis c'est 2 mails. Donc tu as un mail qui fait le lien avec le contenu qu'ils ont téléchargé ou le formulaire qu'ils ont rempli. Yes. Du coup, bon, bah, j'imagine si tu télécharges un e-book, c'est le mail avec l'e-book. Non, Non, c'est en plus de ce ouais. mail-là. Ok, En plus de l'email où tu envoies l'ebook, c'est plutôt un email bonjour, merci d'avoir téléchargé un de nos contenus, j'espère qu'il va vous plaire. Et en fait, dans ce premier email, on va plutôt pousser l'inscription à newsletter. ok, Là où la newsletter, on va plutôt remercier de s'être inscrit à la newsletter. On va expliquer ce qu'il y a dans la newsletter. Demande de démo, on va remercier pour la demande de démo et on va pareil pousser la newsletter. Donc voilà, on va ok. contextualiser le message en fait. D'accord. Et après, t'as un deuxième mail qui part, qui explique un peu qui t'es, pourquoi tu leur écris, pourquoi, qui vous Ouais, êtes et tout quoi. Ok. c'est ça. Parce qu'en fait, et ça par exemple, le workflow de bienvenue, on l'a mis en place grâce à des retours avec les commerciaux parce qu'en fait, ils nous expliquaient qu'il y avait pas mal de personnes, de prospects, quand ils arrivaient chez eux, qui ne savaient pas forcément en fait ce que faisait Pledzi. On était pas mal connus par nos contenus, mais Pledzi, qu'est-ce que ça fait? Aucune idée. Donc, c'est Ok. pour ça qu'on a fait ce workflow de bienvenue et qu'on a ajouté du coup ce deuxième email en mode, au fait, qui sommes-nous? Et voilà. Ok. Ok, donc tu as t'as ce workflow avec ces 2 emails qui tournent. D'ailleurs, c'est intéressant, tu dis tu pousses un newsletter, c'est-à-dire que les gens qui vont télécharger un e-book, s'inscrire à un webinar ou un truc comme ça, ou faire une demande de démo, tu les inscris pas automatiquement à ta newsletter. Non, on a fait ça une période et honnêtement, en fait, ça a fait chuter les taux d'ouverture, etc. de la newsletter. Donc non, je ne les mets pas d'office. Ok, d'accord. Ah, tu vois, pour le coup, moi je suis plus un bourrin là-dessus. Mais ok. D'accord. Donc as ce workflow-là. Et après, effectivement, donc potentiellement, bon, les gens qui vont s'inscrire à la newsletter, ils vont recevoir la newsletter de façon régulière. C'est quoi, toutes les 2 semaines? Tous Ouais, les c'est mois? ça. Toutes les 2 semaines? Les deux Et semaines. ouais, pardon. Non, j'allais dire, et du coup, en fait, une semaine sur deux, c'est soit la campagne intelligente, soit la newsletter qui est envoyée. Ok, ouais, du coup, c'est ça, c'est bon, la campagne intelligente, au final, c'est une espèce de grand workflow qui va durer ad vitam aeternam dans ton cas, Ouais, euh, où en fait, effectivement, donc là, bon, ça pourrait être reproduit, on va dire, dans d'autres situations, mais l'idée, c'est que du coup, ça pousse des contenus qui sont en rapport avec les sujets que les personnes ont déjà regardés et le scoring, du coup, qui va permettre d'ajuster la maturité du contenu que tu vas leur envoyer, quoi. exactement. Mm. En fait, moi, dans Pleddy, je vais mettre mes contenus, je vais taguer mes contenus avec justement les phases, le scoring, etc. Je vais mettre aussi à quel intérêt ça correspond. Et ensuite, je vais rédiger mes emails. Et ensuite, c'est Pleddy en fait qui envoie le bon email. Ouais. Et moi, j'ai plus rien à faire, entre guillemets, sauf ajouter un nouveau contenu quand j'ai un nouveau contenu que j'ai créé, un nouvel e-book, etc. Donc voilà. Ok, donc tu as cette newsletter au final qui va être envoyée aux inscrits de façon un petit peu indifférenciée, c'est Ouais. un niveau de nurturing de base. Tu as ce nurturing sur le long terme qui est très spécifique, là pour le coup, en fonction du scoring des centres d'intérêt. Et est-ce que tu as d'autres actions peut-être plus ponctuelles, tu vois, des workflows pour relancer de temps en temps ou selon des actions sur le site Ouais, carrément. Du coup, après, je vais avoir des workflows. Nous, les workflows, on les voit plutôt comme des accélérateurs. Donc, en gros, je vais avoir soit des workflows vraiment très orientés contenu. Donc, par exemple, si j'ai un contenu. Alors, moi, ce que j'ai fait dernièrement, j'ai revu tous mes workflows.
Et en gros, j'ai gardé les workflows avec les top contenus qui fonctionnaient sur la génération de leads et notamment en paid. Parce qu'en fait, en paid, on met quand même pas mal d'argent. C'est des gens qui ne sont pas forcément matures. Et donc, du coup, j'ai mis des workflows pour aller accélérer le cycle de vente de ces leads-là. Donc, en gros, moi, j'aime bien faire des workflows un peu spécifiques par contenu pour pousser des contenus complémentaires. Et ensuite, on va dire, j'ai des workflows un peu plus comportementaux. Si par exemple, j'ai un prospect qui va voir ma page démo, mais qui ne fait pas de demande de démo et qui n'en a jamais fait, je vais lui envoyer un email pour le titiller un petit peu. Ok. Ouais, donc t'avais parlé effectivement donc des actions pour les nouveaux leads. Ouais. Et forcément, depuis le temps aussi, tu as généré pelleté de leads. Mais du coup, tu as des actions qui sont spécifiques aussi pour. Tu vois, tous les leads ne deviennent pas des MQL tout de suite. Enfin, tous les MQL ne deviennent pas des transactions. Du coup, qu'est-ce qui se passe comme ça pour ces vieux leads au final? Ouais, alors donc du coup, ça fait, je crois, bientôt 2 ans où j'ai mis un peu en place tout un nurturing autour de la réactivation de mes anciens leads. Et en gros, le premier truc que j'ai fait, c'est de mettre un statut du lead. Donc en gros, j'ai soit le statut nouveau lead, donc ça c'est un nouveau lead, soit le lead à qualifier. Donc ça, c'est quand il me manque des informations sur un contact avant de l'envoyer au sales, donc avant qui passe donc à 25 points. S'il manque par exemple la fonction ou le numéro de téléphone, je vais avoir ce statut à qualifier. Il y a à réengager. Donc ça, c'est des leads qui sont inactifs, qui n'ont pas interagi. Alors je crois que j'ai mis dans les 2 derniers mois qui n'ont pas interagi à mes emails. Du coup, ils passent dans un workflow de réengagement. Ensuite, je vais avoir des statuts. Donc là, donc j'ai le statut inactif. Donc c'est s'ils n'ont pas interagi avec mon workflow de réengagement, ils passent en statut inactif. Ça me permet aussi de sortir, par exemple, les opt-out. Et ensuite, je vais avoir un autre statut qui va être, donc c'est pas très beau à dire, mais les déchets. Donc ça, c'est ceux à qui on ne vendra rien. Par exemple, les étudiants, etc. Et donc, ce statut, ça me permet d'avoir une vision de où en sont mes leads, et ça me permet d'aller engager justement potentiellement des leads qui interagissent plus, etc. Je ne sais pas ce que je voulais dire d'autre là-dessus. Et donc, du coup, ouais, donc avec ça, donc il y a ce statut et j'ai également mis en place donc dans le CRM un type de MQL. Donc, il y a soit les nouveaux MQL et les MQL, la réactivation. Et donc, en fait, oui, il y a ça. C'est que donc j'ai mes 3 phases, découverte, évaluation, achat avec mes scorings de points. Et en fait, dès qu'un contact, en fait, j'ai d'autres seuils. Donc, il y a 100 points, 150, 200, 200 points. Et en fait, dès que j'ai un contact qui passe ces barres, en fait, il va y avoir une alerte qui va être envoyée aux commerciaux et je vais créer du coup un MQL en réactivation dans le CRM. Ok. Et voilà. Ouais, vas-y, pardon. Et donc, du coup, ce qui permet, par exemple, là, des commerciaux où, par exemple, si dans le passé, ils avaient fermé un MQL en injoignable ou pas de projet immédiat, du coup, d'être alerté quand le prospect fait une action marketing, enfin, voilà, fait une action, une interaction avec le marketing et du coup, de le rappeler au bon moment. Ok, oui, c'est ça. C'est du coup pour ceux qui n'étaient pas effectivement prêts à un instant donné, ça te met un rappel dans le temps, on va dire, si réactive, on Ouais. va dire, autour de contenu, quoi. Et ça, tu suis du coup dans le CRM la différence entre les opportunités qui viennent des nouveaux MQL par rapport à la réactivation pour essayer ça te permet de mettre en avant aussi l'intérêt du nurturing, quoi. Ouais, exactement. Et alors là, donc c'est ça sur cette partie statut dans le CRM de nouveau MQL ou réactivation. Je l'ai mis en place cette année. Donc là, il faut que je suive un peu les stats, mais je vois déjà en termes de nombre de MQL, j'en ai 50% qui sont des nouveaux MQL et 50% qui sont issus de la réactivation. Donc voilà, et sachant que dans la réactivation, on a mis des règles pour en fait exclure les MQL qui ont été fermés dans le passé par des commerciaux, par exemple, s'ils sont hors cible ou alors, ouais, je pense surtout hors cible, du coup, en fait, ça, on ne va pas les remonter dans le CRM. Ok. Et c'est vrai que depuis le début, on parle beaucoup d'email.
Ouais. au final, parce que le nurturing, ça passe pas mal par l'email. Mais pas que. Enfin, est-ce que tu as d'autres actions qui sont prévues du coup dans une idée de nurturing? Tu vois, enfin, moi, je sais que je pense pas tout de suite, je pense au webinar, en fait, tu vois, parce que c'est un événement ponctuel que tu as programmé aussi pour inviter les gens dont tu as l'adresse mail, quoi, on va dire, donc des leads. Donc, Ouais. c'est plus ou moins une action de nurturing dans ma tête. Mais et comment du coup tu interagis, enfin, est-ce que tu as d'autres actions de nurturing qui sont prévues à part les emails? Et comment tu interagis du coup avec les leads quand tu nurtures des leads aussi qui réagissent pas forcément à l'email? Est-ce que vous avez Ouais. d'autres trucs Clairement. Alors du coup, ouais, je te rejoins carrément. Nous, les webinaires, on s'est rendu compte assez tôt que en fait, c'était des contenus, on va dire, qui cartonnaient sur les leads en base. Les webinaires, ça fonctionne moins en acquisition chez nous, mais par contre, pour animer nos MQL, c'est canon. Je crois que il y a quelques années, je suivais et en fait, 80% des clients qui devenaient, enfin des prospects qui devenaient clients avaient vu au moins un webinaire. Donc ça, gros carton. Pareil, les événements dans la même logique. Là, on l'a refait cette année de dire aux sales, invitez les prospects avec qui vous êtes en discussion aux événements pour leur redonner rendez-vous, les rencontrer, etc. Parce que c'est vrai qu'ils se déplacent moins en rendez-vous. Et sinon, un autre levier qu'on met en place et qu'on teste aussi pas mal, c'est le retargeting en fait. En gros, donc on a testé donc, notamment du retargeting via LinkedIn pour aller justement avoir, on va dire, faire un peu du multicanal en fait et faire en sorte que nos leads en base ne soient pas uniquement touchés par de l'email, mais aussi puissent voir Pleddy via des campagnes. Et donc ça, en fait, ces campagnes-là, on les ajuste aussi en fonction de notre funnel. Et là où on a besoin d'accélérer, on fait des tests. Donc en fait, généralement, on fait des campagnes de retargeting par phase, découverte, évaluation, achat. Et pour voir aussi, enfin voilà. Donc on a ce type de campagne de retargeting. sur Et LinkedIn? ouais, c'est Pardon. ça. Ouais, ok. Et on a également là testé récemment des campagnes sur les contacts qui réagissent plus à nos emails qui sont opt-out pour essayer justement d'aller les réengager via un autre canal. Donc là, j'ai pas encore les résultats parce que c'est tout récent, mais j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Carrément. Ouais, écoute, tu nous diras. Mais ok. Et donc, ouais, effectivement, bon, c'est ce que tu dis, retargeting, notamment par rapport à LinkedIn et tout, et puis les événements qui permettent aussi de remobiliser. On va dire, en tout cas, ça permet de marquer dans un cycle d'achat aussi un moment pour réactiver la discussion, relancer la discussion, ou en tout cas prendre une décision. C'est une super occasion de relancer un petit peu un deal, quoi. Carrément. Le seul truc là-dessus, c'est qu'il faut quand même un minimum de contacts pour que ça fonctionne. J'ai plus le nom en tête, il faudrait que je vérifie. Je sais pas si c'est 1000 ou Ouais. contacts. Ouais. Et l'un des canaux aussi qu'on aimerait bien tester, mais qu'on n'a pas encore testé, c'est le display. En fait, Henri, qui est sur la partie acquisition, il disait que ça coûtait pas beaucoup d'argent de faire des campagnes display. Nous, ça fonctionne pas sur la partie acquisition parce que ça nous génère pas des leads très quali. Mais en fait, je me dis que ça peut peut-être être intéressant à tester justement sur du nurturing et sur des gens en fait qui sont en contact avec nos sales pour justement afficher la marque Pleddy, parler du produit, des nouveautés. Mais ça peut peut-être être un canal assez chouette à tester qui coûterait pas très cher, hein. Ouais, à tester aussi, tu vois, là, pour le coup, enfin bref, je sors du sujet, mais sinon je pourrais en parler, on en parlera avec Henri si tu veux, mais moi je teste en ce moment aussi de pousser des vidéos sur YouTube, mais Mm. par la régie de Google Ads, du coup, et le coût par vue, il est Ouais. ridicule. Je crois que je suis à 0,017 euros, tu vois. C'est un truc. Bon, bref, en tout cas, c'est des régies, enfin des canaux publicitaires auxquels on pense pas forcément beaucoup, mais qui du coup sont pas chers, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'on les utilise souvent pour de l'acquisition, mais c'est canon aussi pour aller travailler ses leads en base. Ouais, carrément. Et du coup, alors on en a parlé un peu aussi pendant le summit du coup sur la conférence que tu as animée avec Julie. Euh, Toi, tu es sur un modèle d'attribution plutôt first touch, donc sur la première interaction avec un prospect, donc le premier formulaire qui va être soumis, on va dire, entre guillemets. Au final, le nurturing, du coup, il remonte pas dans cette action, dans ces actions, enfin dans ce suivi-là. Comment est-ce que du coup tu mesures l'efficacité du nurturing, sa contribution au business dans l'absolu, parce que du coup, ça rentre pas dans ton modèle d'attribution au final, normalement. Ouais, alors du coup, pour suivre l'impact du nurturing, donc il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau qui est en fait, est-ce que j'adresse bien en fait mes contacts en base? Je vais avoir en fait, des dashboards dans Pleddy qui me permet d'identifier en fait le nombre de contacts qui vont avancer
dans chaque phase, donc découverte, évaluation et achat. Et en fait, je vais regarder chaque mois, chaque trimestre, le volume et le ratio pour me dire, OK, est-ce que je travaille bien mes leads en base ou est-ce que des fois, je peux avoir peut-être des trous dans la raquette parce que il me manque certains contenus, etc. Donc, j'ai ce dashboard-là. C'est tout bête aussi, mais le nombre de conversions est un super indicateur pour voir si le nurturing fonctionne bien. Est-ce que le nombre de conversions augmente, le taux de conversion également, parce qu'il y a le taux de conversion du site. Mais moi, je regarde aussi le ratio conversion et j'enlève les nouveaux leads pour voir en fait quel est le nombre de conversions sur mes anciens leads. Et donc ça m'a permis, quand j'ai commencé à regarder cette stat, ça m'a permis de me dire, OK, en fait, il y a plein de leads que j'adresse pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place tout ce statut du lead pour aller réengager des leads en fait, que je ne touchais plus du tout. Et je pense à un autre truc, mais j'ai complètement oublié, donc c'est pas grave. Et après, sur la partie plutôt ROI, donc ce que je fais, donc là, c'est plutôt du quali, c'est qu'en fait, dès qu'un client est signé chez Pleddy, je vais aller regarder son parcours d'achat et en fait, je vais aller regarder en fait quel levier, est-ce qu'il était dans mon nurturing, par quoi il a été nurturé et qu'est-ce qui a fonctionné chez lui. Est-ce que c'est la newsletter, les workflows, la campagne intelligente, est-ce que ça va être des webinaires, des événements. Et donc, en fait, ce que je remarque, c'est que généralement, les clients les prospects qui signent assez rapidement, en fait, c'est ceux qui sont un peu, on va dire, dans les trois et qui sont à la fois touchés par la newsletter, la campagne intelligente ou les workflows. Donc là, je vais plutôt faire, on va dire, une analyse plutôt quali où je vais aller observer vraiment contact par contact. Et ensuite, du coup, du côté un peu plus macro et chiffres, du coup, je vais aller regarder en fait le statut de nouveau MQL ou réactivation. Voilà. Oui, parce que tu es sûr que enfin, dans les MQL, forcément, tu en as qui vont quand même être influencés par le nurturing. Donc là, c'est Ouais, plutôt la partie quali qui va te le dire. Mais par contre, les MQL réactivés, ben, du coup, tu sais que ça vient du nurturing, quoi. Ça vient d'une action nurturing. exactement. Ouais. Ok. Très cool. Et donc, j'allais dire, pour conclure un petit peu cette première partie de la discussion, quel conseil, du coup, tu donnerais à quelqu'un qui doit justement essayer de structurer ce type de stratégie-là? Yes. Alors, je pense que c'est de faire simple. En tant que marketeur, on a envie que tout soit parfait et on peut vite avoir tendance à tomber un peu dans l'usine à gaz. Ouais, c'est ça, l'expression. Ouais, ok. Moi aussi, je suis fatiguée. Et donc, du coup, c'est vrai que, et je me souviens au tout début, quand je suis arrivée chez Pleddy, en fait, avant de me lancer dans le nurturing, je voulais vraiment avoir tout modélisé au niveau de ma stratégie avant de la mettre dans l'outil. Je voulais que tout soit parfait. Et c'est un peu Charles, le cofondateur de Pleddy, donc mon manager, qui me disait, te prends pas la tête, fonce, vas-y, et tu verras. Et en fait, donc voilà, donc pour moi, c'est simplifier au max. Par exemple, voilà, pareil, quand j'échange avec d'autres marketeurs, le scoring, c'est un vrai sujet parce que le scoring, c'est le truc où en fait, on peut, on peut, on peut rentrer vraiment dans du ultra spécifique et en fait monter un truc énorme. Et donc du coup, voilà, moi j'ai simplifié au max ce truc-là. Donc voilà, donc simplification si je résume. Je suis en train de me perdre un peu dans des explications et aussi ne pas trop attendre. Parce que du coup, en fait, quand on voit le budget qu'on met en acquisition, en fait, c'est trop dommage de ne pas aller engager ses leads dès le début. Et donc, ça va avec le côté simplification. Donc, se simplifier pour le lancer très rapidement. On n'a pas besoin d'être parfait. Moi, je sais que j'ai lancé, ça a été l'une de mes premières missions. Mes premières missions quand je suis arrivée chez Plaisir, ça a été de créer une stratégie de contenu pour avoir des contenus réguliers et mettre en place mon nurturing. La newsletter, au tout début, mais c'était scandaleux. Hein. J'avais une introduction, mon dernier contenu créé et c'est tout. Et en fait, après, on allait l'améliorer au fur et à mesure. On allait en faire une newsletter beaucoup plus sympathique avec des contenus premium qu'on remettait dans la newsletter, etc. On prenait plus de temps. Pareil pour tout ce qui est workflow. Au début, les workflows, je mettais un temps de fou à les faire. Je faisais plein de branches avec 5 emails. S'il avait ouvert cet email, cliqué sur cet email, j'envoyais 7 relances, etc. Maintenant, là, je les refais parce que je fais je nettoie, on va dire, mon nurturing et on va dire 2 fois par an. Et en fait, là, j'ai simplifié au max mes workflows. C'est 2 emails max. Il n'y a pas de relance s'il n'a pas cliqué, etc. Je fais ultra simple et voilà.
Ouais. D'avoir mis plein de choses. Mais voilà, donc simplicité et se lancer pour après ensuite améliorer. Ouais, c'est vrai que ce que tu disais là, ces deux workflows au final que tu as simplifié, c'est aussi parce que tu as ces workflows à long terme qui tournent par la campagne intelligente, notamment chez toi, mais parce que du coup, tu as ces trucs un peu spécifiques sur le long terme, donc tu as un workflow ponctuel, on va dire, quand il y a une action, un téléchargement, mais qui est assez court, parce qu'au final, ça rentre dans cette logique quand même de long terme aussi des workflows plus Ouais. complexes. Ouais. Ok. Et en fait, on a envie de tout maîtriser ou d'avoir tous les scénarios en tête avant de se lancer. Et en fait, je trouve que c'est aussi en se lançant que, en fait, on se rend compte que là, il y a un trou dans la raquette. Il faut peut-être que je mette peut-être un workflow à ce niveau-là, ou alors que j'ajoute tel contenu dans quelle phase. Et c'est aussi en se lançant qu'après, on affine en fait. Ok, très cool. Bah écoute, c'était une bonne leçon, on va dire commencer simple pour commencer le plus tôt possible et puis Ouais. itérer pour améliorer. Super, bah merci beaucoup Aline du coup pour ce retour d'expérience, c'était super intéressant.